nous fait dire qu'il y a 2 ans, mais quand on avait décidé de mettre en place ce collectif de travail, ce collectif d'action, bon, on était peut-être un peu, je veux dire, visionnaire, puisque aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'on parle du train dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et d'ailleurs, le nouveau président avait fait de cette question en disant, vous allez voir, je vais intervenir de manière très forte sur le réseau et la région va être présente. Or, depuis, on le sait, la région s'est manifestée par plusieurs actes qui ont été déportifs, qui ont été de la sécurisation avec des personnels privés, mais aussi avec d'autres actes qui sont pour nous vraiment révélateurs d'une pensée politique, je dirais, régressive, avec moins de présence humaine, avec des fermetures de gares. On a alerté sur la ligne Aix-Marseille il n'y a pas tellement longtemps, sur la ligne de... On ne peut pas dire que les choses... sur le premier point, c'est-à-dire sur le point de se dire on va conserver ce qui a été mis en place par l'ancienne majorité, notamment du développement sur la question du TER, mais aussi de la carte bleue, etc. Aujourd'hui, il y a régression. Donc, on n'en est même pas aujourd'hui au stade de développement. Donc, ce qu'on voudrait dans un premier temps, c'est garantir l'état existant, c'est-à-dire que revenir à des gares ouvertes, revenir à une présence forte humaine. Le directeur régional de la SNCF disait qu'il manquait combien de postes de mécaniciens? 100 postes de mécaniciens, ce qui veut dire que quand il y a une panne, tout simplement, j'étais ce matin avec des gens qui allaient à Bordeaux et qui me disaient, alors pas sur la TER, mais sur le train de Bordeaux, en disant qu'ils avaient eu plusieurs avaries, notamment des locaux, etc. Donc, le diagnostic il est fait, on sait qu'il n'y a pas suffisamment de présence. D'ailleurs, ce n'est pas la peine d'aller très loin, puisqu'il y a des petits panneaux son dans les gares, et dans ces panneaux son, ce qui est écrit, c'est la qualité du service du 1er janvier au 30 juin 2016. Et dans ce que disent les personnes, même si le taux de satisfaction paraît important, alors qu'on sait, nous, qu'il y a des problèmes de fonctionnement, il y a des trains supprimés, il y a des changements comme aujourd'hui de trains en car, etc. Les gens, ce qu'ils disent, la première chose qui vient, c'est plus de présence humaine dans les gares. Plus de présence humaine dans les gares. On voudrait, quand on va dans une gare, avoir affaire non pas à des guichets, mais avoir à des personnes. Ça, c'est quand même assez dramatique. Et on sait que la présence des personnes, c'est la première des sécurités. Donc la question des portiques, elle ne règle pas la question de la sécurité. Pour nous, c'est l'échange avec des personnels de la SNCF, c'est-à-dire qu'ils puissent renseigner, notamment quand il y a des quarts de substitution, bien quand il y a des retards, etc. Donc nous, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est revenir à un état initial qui soit correct, c'est-à-dire qu'il soit permettre un accueil en gare avec des personnels dans les trains et aussi dans les gares, avec un cadencement qui doit être celui de la régularité. Le débat, le colloque qu'on fait le 8 octobre, il a cette vocation à poser des questions du débat dans le public, déjà avec bien sûr la SNCF et avec tous ceux qui ont qui ont des responsabilités, le conseil régional, mais aussi avec les usagers, parce que les usagers ont des choses à dire. Donc on espère qu'à la suite de ce colloque-là, on pourra donner un certain nombre, on a déjà des propositions, mais ce colloque pourra parachever peut-être un certain nombre de propositions qu'on aura l'occasion de faire valoir auprès de la direction des SNCF. Et on ne compte pas s'arrêter là, on veut gagner, parce que aujourd'hui on marche sur la tête, c'est-à-dire que on a au niveau de la mobilité des personnes, que ce soit pour le travail ou pour les loisirs ou autres, une très très infime partie de ces gens qui prennent le train, et on le sait pourquoi. Voilà, parce que le train aujourd'hui n'est pas dans l'efficacité qu'il pourrait mesurer, et parce que aussi les pouvoirs publics n'en font pas le premier mode d'intérêt, je dirais, de déplacement. Ça en est encore loin, parce que le retard
il est abyssal par rapport à la route, mais le premier mode d'intérêt de déplacement, notamment dans les politiques de la région, qui favorise encore une fois le tout routier et qui abandonne, dans le cadre du CPER, le peu d'engagement qu'il y avait jusqu'à présent dans le cadre, enfin l'engagement qu'il y avait dans le cadre de cette nouvelle bataille du rail, le Parti communiste l'a lancée il y a 2 ans de ça, lors de la fête de l'humanité, où Pierre Laurent avait, suite à la loi du 4 août sur la réforme du ferroviaire, a lancé cette nouvelle bataille du rail pour justement mettre en avant toutes les attaques à l'encontre du service public ferroviaire. Donc quand je parle de toutes les attaques, c'était la loi du 4 août avec la réforme du ferroviaire, mais ça a été aussi la loi Macron, avec cet article mobilité faisant en sorte de libéraliser les autocars. Ça a été le rapport Duron qui a permis de supprimer les trains de nuit et un certain nombre de TET, enfin, et diverses propositions qui ont été mises ensuite au bout du jour, et l'actualité qui est aujourd'hui la fermeture de l'usine Alstom, fleuron industriel ferroviaire, je dirais même, qui est la suite presque logique, enfin dans l'alerte logique de la casse du service public ferroviaire. Donc tout ça fait que Pierre Laurent, au niveau national, a lancé un grand manifeste sur l'avenir du service public ferroviaire. Ce manifeste a été signé par de nombreuses personnalités, qu'elles soient du monde politique, du monde associatif ou du monde syndical, et c'est aujourd'hui, le colloque du 8 octobre est en fait la déclinaison de ce manifeste sur notre département, et c'est d'ailleurs, on va proposer lors du colloque à ceux qui participeront et ceux qui voudront bien signer ce manifeste afin de le rendre plus populaire. Donc voilà, où on en est aujourd'hui. J'oublie pas, puisque le colloque aura 2 parties, Florian a parlé de la convention TER, par exemple sur la question du financement, qui est quand même le sujet phare, si on veut un vrai développement du service public ferroviaire. On ne peut pas oublier que dernièrement, le gouvernement a présenté son rapport au Parlement et a dit de manière assez formelle et claire qu'il n'était pas question de désendetter la SNCF, sachant, je vous rappelle, que la dette de la SNCF représente environ entre 1,5 et 2 milliards d'intérêts par an, et c'est ce qui manque en fait pour faire tourner le système ferroviaire. Donc vous voyez que la bagarre est aujourd'hui, mais elle est aussi devant nous. Et on ne doute pas qu'aux prochaines élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives, ces questions vont être un des sujets de cette campagne-là. Et en tout cas, nous, en tant que le Parti communiste, les portera avec la population, ses élus et ses militants, pour faire en sorte que ces questions trouvent sur la dette de la SNCF a refusé catégoriquement de renflouer la dette de la SNCF, ce qui est catastrophique, parce que ce que disait Henri sur les 1,5 milliard, il faut les payer. Or, on sait que c'est ce qui est nécessaire pour justement réinvestir, remettre à niveau le réseau français. Je rappelle que le réseau français, il a diminué de moitié depuis les années 50, au niveau des kilomètres. Donc, et puis, par contre, les routes, elles ont augmenté, avec toutes les conséquences que cela veut dire. La deuxième chose, c'est que j'ai vu que la SNCF avait pris des parts, on ne sait pas exactement, d'ailleurs majoritaire ou pas, dans une entreprise de VTC là, pour concurrencer Uber, The Cab. Je veux dire qu'au niveau de la SNCF, après avoir fait le tout TGV, etc., il y a une politique qui est complètement à revoir. C'est une politique qui a fait un échec, qui est en échec, d'ailleurs on le voit, de la faute en premier lieu de la responsabilité du propriétaire de l'État, mais aussi avec une aggravation que la SNCF commet elle-même en supprimant les trains qui ne sont pas rentables, en ayant un aménagement du territoire qui est uniquement ciblé sur la rentabilisation des lignes et ligne par ligne. Voilà, donc cette politique-là, elle a fait son temps. Il faut revoir et qu'il y a un vrai réinvestissement public au niveau national, mais au niveau aussi des régions. Et je dois dire qu'on a eu des surprises par rapport à ce colloque. Il y a des maires du département qui nous ont, de toute tendance d'ailleurs, qui ont montré leur intérêt par rapport à ce qu'on avait fait. Et
et leur intérêt pour justement développer le train, parce qu'ils savent très bien que dans leur village, quand il y a une gare, eh bien, cette gare-là, c'est un point de vie, c'est un point de service public pour leurs citoyennes et leurs citoyens, et que chaque fois qu'on ferme une gare, eh bien, c'est un point de moins dans la vie communale. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut aussi, on veut réinvestir ce champ-là avec les maires, avec les élus du département notamment et de la région, voilà, pour être plus fort, quoi, pour construire l'intelligence collective qui permette de faire des propositions alternatives à ce qui est en train de se mettre en place. Dire encore une fois, le conseil régional avec le vice-président de transport, M. Tabaron, qui s'est excusé. Cette fois-ci, il s'est excusé. Oui, mais dans le même temps, nous venons d'apprendre qu'il met en œuvre, ou en tout cas qu'il organise une réunion de comité de ligne le 12 octobre pour parler des questions dont on va parler au colloque. Alors, nous regrettons fortement qu'il ne soit pas à notre colloque, mais par voie de presse, on peut lui dire que nous, on participera au comité de ligne et on viendra lui dire un peu tous les comités de ligne qui est tombé comme ça. Je veux dire que quand même, toutes les actions que nous avons menées, le Parti communiste, le collectif avec la CGT, les associations, eh ben, ça porte des fruits et aujourd'hui, le conseil régional est aussi de par rapport à l'initiative que nous avons faite sur la ligne d'Aix, où la direction SNCF et le conseil régional veulent supprimer les contrôleurs à bord des trains. Donc on avait fait un colloque aussi le soir sur Septem, auquel effectivement le conseil régional ne s'était même pas excusé. Des initiatives comme le 22 sur la Côte Bleue avec une réussite, puisque derrière il y a eu quand même les usagers qui ont massivement accepté l'idée qu'il fallait réhumaniser les gares, travailler sur l'infrastructure et même dans le cadre d'un développement de l'électrification de cette ligne. Donc aujourd'hui on voit bien qu'on a un problème sur le réseau, on a un réseau au-delà de PACA effectivement qui est très vieillissant. Ce qui a été dit par les deux interlocuteurs tout à l'heure, c'est qu'effectivement on a une dette colossale à la SNCF, mais une dette colossale validée, y compris même par le ministre des Transports, puisque Vidalis lui-même a reconnu qu'à une époque il y a eu une volonté politique de faire tout TGV, et donc derrière effectivement on n'a pas travaillé sur l'aspect infrastructure des TER, et puis après il y a son financement en tant que tel. Aujourd'hui on doit retrouver un élan politique, que ce soit du gouvernement ou des régions, de développer le ferroviaire. Et dans le développement du ferroviaire, effectivement, il y a l'infrastructure, mais il y a aussi l'aspect matériel. Et puis après, derrière, effectivement, il nous faut remettre de l'emploi au service. Mais par contre, c'est bien de la présence humaine qu'on a besoin aujourd'hui. Conseiller les usagers, diriger les usagers en fonction des horaires des trains, puisque effectivement, de toute manière, on n'aura pas que des trains à l'heure, mais il faudrait retrouver quand même un service public de qualité. C'est surtout le mot qualité qu'il faut qu'on emploie aujourd'hui. Voilà. Bien entendu, la CGT participera à ce fameux colloque du 8 octobre et nous participerons fortement au colloque qu'organisera, on va l'appeler aussi un colloque, puisque la région politique veut organiser aussi un colloque le 12. La CGT viendra le 12 discuter avec le président du conseil régional. Tout ce qui vient d'être dit sur le service public, bon ça c'est clair, nous en tant que association de protection de la nature, on le partage bien volontiers. Mais je voudrais quand même rappeler, et ça, quand on voit qu'on rajoute des bus et des bus et des bus, je vais quand même rappeler que sur la région de Marseille, il y a plus de 600 000 personnes, d'habitants de PACA, qui vivent dans une pollution qui est au-dessus des normes. Donc c'est quand même un peu fort de café. On continue au moment de la COP 21 et voire 22 bientôt, pourquoi pas 23. C'est quand même important. Il y a une étude qui vient de sortir très récemment qui explique qu'il y a 48 000 personnes en France qui meurent, de particules fines qui sont émises dans l'année on n'a jamais été invité à participer à quelques réunions concernant ce contrat de plan qui va être signé. Alors que dans les années 2000, on avait participé amplement, à la discussion pour faire des propositions. Je pense que les usagers sont quand même à même de faire des propositions parce que c'est eux qui prennent le train tous les jours. Il y a eu dans le cadre des ateliers de la métropole, un atelier de la métropole, donc Aix-Marseille-Provence,
pour dire quand même que la question de la mobilité, c'est la question première pour le travail, où il y avait là, il s'agissait d'un atelier sur la question de l'invention, de la création et de l'avenir, des filières d'avenir, etc. Ben, les chefs d'entreprise qui étaient là ont tous révélé que la première des questions, c'est la question de la mobilité des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés ont du mal pour rejoindre leur travail. Et ça a été dit, et notamment sur les carences du système ferroviaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute manière, avec ce que nous avons, nous ne pouvons pas répondre à cette demande-là. Donc, la première des réponses, Alain l'a dit, c'est une réponse qui est vers les bus, vers des choses comme ça, qui, on le sait très bien, puisque les gaz à effet de serre aujourd'hui sont en progression, alors qu'ils avaient diminué. Donc on voit bien les traductions, en particulier dans cette région-là. Donc on a vraiment un enjeu, c'est pas simplement un enjeu, je dirais, fleur bleue, écologique, c'est un enjeu aussi de capacité économique et de développement de notre territoire. Et le train doit être complètement, le rail, aussi bien le ferroviaire voyageur que le fret, on le sait avec le grand port maritime de Marseille. On a vraiment besoin de cet atout-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on renonce à utiliser ces vecteurs qui ont montré leur efficacité dans le passé, depuis un siècle, ont montré leur capacité justement à fédérer et puis à développer l'économie. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, les questions elles sont posées bien au-delà de notre cercle à nous. Elles sont posées dans le monde de l'entreprise et il faut pouvoir répondre. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de fédérer tout cela, c'est-à-dire de faire en sorte que s'expriment ces gens-là pour qu'on puisse avoir des traductions dans le cadre de la Convention, mais des politiques de la SNCF et de l'État qui prennent en compte ces dimensions-là, qui nous paraissent. On a besoin d'un renouvellement, on le sait, c'est un renouvellement très important des locaux et des trains, et on ira les chercher où? En plus, au niveau mondial, je veux dire qu'il y a des enjeux économiques très importants, non seulement pour la balance extérieure du commerce de la France, mais tout simplement en termes de savoir-faire, en termes d'emploi, en termes d'ingénierie. Il se construit, même si nous, voilà, en France, on est dans une période où on remet en question ces politiques qui ont toujours été très efficientes en France sur le rail. Le rail a toujours été un des points très très importants de développement en France. Dans d'autres pays, ils n'ont pas abandonné. Aujourd'hui, ils construisent des lignes, ils s'en construisent partout, et notamment en Asie. Donc il y a des parts de marché à prendre pour nos entreprises françaises qui ont un savoir-faire voilà, reconnu. Donc là, effectivement, Manuel Valls a dit qu'Alstom ne fermerait pas. Donc on va, pour nous, c'est la même bataille. On ne désendette pas et on ne finance pas. Derrière, loi Macron, libéralisation des autocars. Derrière, rapport Duron, suppression des TET, suppression des trains de nuit. Et derrière, Alstom, on ferme l'entreprise. Je sais pas, si c'est pas une stratégie là, je sais pas ce que c'est. On va avoir la même idée de la crise, parce que la crise, elle est... on voit qu'elle est aussi fabriquée, hein, les crises qui sont fabriquées, on connaît ça depuis que le monde est monde. Maintenant, il y a une crise effectivement financière, mais qui n'est pas due, certainement pas aux investissements passés de la SNCF. Il y a je pense qu'il faut remettre de l'économie humaine dans toutes les actions, dans toute l'action publique. Ce qui se passe au niveau de la SNCF, c'est une entreprise énorme, la SNCF. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a une responsabilité nationale, donc qui fait partie de ces fleurons qui ne sont pas une entreprise comme une autre. Que ce soit EDF, c'est des entreprises qui structurent la vie française, la société française, l'économie française. Et de ce point de vue-là, quand ces entreprises investissent, elles investissent sur des très très longs termes. Et pour des infrastructures très importantes, une ligne de TGV ou une ligne, ce sont des choses qui coûtent extrêmement cher et dont l'amortissement est à 40 ans et plus. Donc il faut refaire de l'économie, mais en plaçant bien finalement l'intérêt du citoyen et pas l'intérêt en calculant effectivement
ce que ça va rapporter aux banques, ou bien ou ce que ça va rapporter, alors, dans le cadre de la SNCF, il n'y a pas d'actionnaire, mais Alstom, etc. Je veux dire que c'est un débat public qu'on doit avoir, dont fait partie d'ailleurs la question du service public. Est-ce que le service public doit être privatisé pour être plus efficace? Ou bien est-ce qu'on doit plus renforcer les missions de service public avec une présence humaine et avec un intérêt qui va jusque dans les villages ruraux qui sont éloignés de toute commodité. Voilà, c'est ça. La SNCF, ça n'a pas toujours été cette politique-là. La politique, dans les 30 dernières années, elle a évolué à chaque fois dans un sens de privilégier la rentabilité, besoin d'un service public national qui concerne tous les Français, les 65 millions de Français. Ben, je crois que c'est à partir de ce moment-là, on retrouvera une vraie envie politique d'une économie qui est au service du citoyen. Après, sur les questions, justement, on en parlera, sur les questions d'investissement de la SNCF. Bon, nous, on pense qu'effectivement, l'État peut très bien supporter, il y a des dettes qu'il ne peut pas supporter, puis il y en a des dettes qu'il peut supporter. La dette, par exemple, qui est l'investissement public, elle est supportable. L'État a toujours eu de la dette pour les investissements publics, et que notamment sur la question de la SNCF, on est pour qu'effectivement l'État rachète la dette pour libérer les 1,5 milliard à la SNCF pour qu'elle réinvestisse avec une politique innovante, une politique, on le voit, on a des atouts considérables en France. On n'a pas simplement le record de vitesse, on a aussi des trains qui partent à l'air, on a aussi des gens, des dizaines de milliers de personnes qui sont formées, on a aussi des gares qui viennent dans les centres-villes, et on sait ce que ça veut dire en termes d'aménagement. Donc voilà, tout ça, on n'a pas envie de le voir partir avec une gestion calamiteuse, effectivement, d'une crise que non seulement on ne règle pas, mais qu'on approfondit, avec des solutions alternatives. Alstom, c'est un fleuron industriel, mais c'est surtout, ça fait partie d'une économie qui a fait de la France la réputation de la France, quoi. Et on voit dans d'autres, si on prend voilà, d'ici 40 ans, que ce soit avec d'autres pans industriels où on a fermé, par exemple, il y avait dans la machine-outil, mais d'une manière générale dans l'industrie, des savoir-faire qui ont été complètement abandonnés. Et ensuite, à partir du moment où on avait besoin de ces machines, on les a achetées à l'étranger. On les a achetées en Allemagne, par exemple. L'Allemagne a su garder un potentiel économique industriel de premier rang. Donc aujourd'hui, les questions de la crise, les questions de la dette, les questions de la dépendance, on peut dire industrielle française, elle vient de choix qui ont été faits à ce moment-là, et donc on voit les répercussions aujourd'hui. C'est sûr que si on avait aujourd'hui dans notre pays gardé le puissant outil industriel, on serait beaucoup moins dépendant bien sûr de la Chine, mais de l'Allemagne et d'autres pays qui ont développé leur industrie. Et la question d'Alstom, il faut la replacer à ce niveau-là, parce qu'on aura besoin de toute manière dans l'avenir de machines, de locaux, de wagons, et Alstom de ce point de vue-là, c'est évident, on voit bien ce qui se passe au niveau d'Airbus, même s'il y a des fois des difficultés, mais on peut dire que c'est une grande réussite. Donc on a des possibilités de coopérer. C'est pas effectivement le choix aujourd'hui des gouvernements qui préfèrent être dans la concurrence. On a des outils, voilà, il faut qu'on les développe parce qu'on va avoir des besoins pour développer notre société, et particulièrement dans ce domaine de la mobilité.